Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : La vie à l'hôpital. L'hôpital est destiné à soigner les malades. La difficulté vient de ce que les définitions de la santé et de la maladie ont varié selon les époques, alors que la misère humaine demeure. Nous pouvons citer une phrase de Marcel Sandrail, qui nous pousse à réfléchir à la conception de la maladie. Les maladies concourent à la définition d'une culture. Chaque siècle se réclame d'un style pathologique, comme il se réclame d'un style littéraire ou décoratif ou monumental. Nous ne croyons pas que l'on puisse dire qu'il y ait de mauvaise médecine. La médecine est le témoin ou le reflet de la société dans laquelle elle s'exerce. Les maladies révèlent les hommes au moment de l'épreuve. Les épidémies font apparaître la face cachée de la société. La maladie n'est pas qu'un phénomène physique. L'homme qui découvre le mal prend conscience de lui-même. Pour Jung, comme pour Bachelard, les phénomènes physiques et les aspirations inconscientes sont liés. Le XVIIIe siècle est un siècle charnière, une période de consolidation, ouverte vers l'avenir. Contrairement à ce qui a pu être dit, les médecins ont cherché. John Hunter, célèbre anatomiste, n'a-t-il pas dit à Jenner qui s'intéressait à l'hibernation ? Pourquoi penser, pourquoi ne pas tenter l'expérience ? Ce siècle a fait preuve d'un certain optimisme. Il faut aussi remarquer que les philanthropes du siècle des Lumières ont confondu assistance et soins. On assimile souvent maladie, misère morale et paupérisme. La maladie, comme l'a dit le professeur Hamburger, n'est pas une entité en soi. Elle n'existe qu'en fonction de critères qui sont propres à chaque système médical. Diderot, dans une lettre adressée à un magistrat en 1767, a fort bien exprimé ses idées. Il ne faut pas imaginer que les choses se fassent sans cause, qu'il n'y ait d'hommes sages qu'au temps où l'on vit et que l'intérêt public ait été moins connu ou moins cher à nos prédécesseurs qu'à nous. Quel doit être notre état d'esprit par rapport à l'histoire de la médecine ? Pour réfléchir à cela, aidons-nous d'un ouvrage du XVIIIe siècle qui parle beaucoup de médecine et qui est le reflet de son époque, les Mémoires de Casanova. À la lecture de ces pages, nous nous apercevons que la médecine est toujours présente. Casanova lui-même a éprouvé l'attrait de la pratique médicale, et a conçu des théories. Son père est atteint d'une tumeur au cerveau. Dans les Mémoires, Casanova écrit « Le médecin Zambelli, après avoir donné au patient des remèdes opilatifs, crut réparer sa bévue par le castoreum qui le fit mourir en convulsions. L'apostème creva par l'oreille une minute après sa mort. Il partit après l'avoir tué comme s'il n'eût plus rien à faire chez lui. » Le film de Luigi Comencini, un adolescent à Venise, raconte l'enfance de Casanova. Il y a dans ce film une scène très frappante. Nous assistons à l'opération du père de Casanova, décidée par un chirurgien célèbre. Le malade n'est pas informé de ce qui va lui arriver. La foule de badauds se presse devant la maison. Le chirurgien en costume d'apparat entre suivi de ses aides. Il examine à peine le malade, prononce quelques mots en latin, raconte sa dernière expérience. Le malade est mort. Une très belle opération, en vérité. L'épouse du sieur Casanova a invité quelques nobles amis qu'elle installe autour de la table, selon leur rang de préséance. Les enfants courent dans la pièce. Lorsque tout le monde est prêt, le malade est attaché sur la table. On ne sait pas encore pratiquer l'anesthésie. La première anesthésie à l'éther aura lieu en 1842. Les règles d'asepsie sont bien sûr inconnues. Le chirurgien saisit le nécessaire à trépanation et perce l'os. Le malade hurle avant de s'évanouir, le sang gicle. Arrêtons là le tableau. Toutes ces choses que nous savons de façon abstraite deviennent frappantes lorsqu'elles sont mises en image. Tout cela pour dire que l'histoire de la médecine est une histoire d'hommes. D'un côté des hommes qui souffrent, de l'autre, des hommes qui tentent de soigner. Face à la souffrance, les tentatives peuvent paraître barbares. Pourtant, c'est à ces pionniers que nous devons la médecine et la chirurgie moderne. Pourquoi l'histoire de la médecine au XVIIIe siècle est-elle passionnante ? Parce que ce siècle a eu la passion des idées, et parce que les hommes de l'art ont réellement eu la prétention de prévenir et de guérir. Les notions fondamentales concernant le destin de l'homme et l'organisation de la société vont être révisées et critiquées. L'encyclopédie est l'illustration de cet état d'esprit. Les principaux objectifs sont, à la fois,
la vulgarisation de toutes les branches de la connaissance et la recherche du bonheur humain. C'est un élan, une foi, appuyé par l'esprit d'observation, la curiosité, le désir d'assistance aux miséreux. Ces aspirations élevées se trouvèrent maladroitement mêlées aux faiblesses humaines. Pour comprendre l'assistance, il faut imaginer la société du XVIIIe siècle. Les miséreux constituent un groupe social important, que l'on met à l'écart et qui survit, physiquement et spirituellement, grâce au bénévolat et à la charité. On trouve dans les hôpitaux une masse d'indigents que l'on soigne ou que l'on renferme, selon les cas. Les hôtels-dieux étaient destinés à recevoir plusieurs catégories de malades que l'on classait en ordinaires, vénériens, incurables. À cette population, s'ajoutaient les enfants abandonnés. Les hôpitaux généraux étaient des lieux de renfermement où l'on trouvait pêle-mêle les mendiants, les prostituées mises en pénitence, les blasphémateurs, les libertins et les malades mentaux qui subissaient le même sort. La Révolution a mis fin à ce système d'assistance et de soins, qui était en place depuis le siècle précédent. Les critiques concernant les hôpitaux étaient nombreuses et virulentes, comme le montrent les cahiers de doléances des médecins, chirurgiens et apothicaires. Le mal-être des praticiens transparaît à la lecture des documents. Il faut maintenant évoquer les aspects de la vie hospitalière, à la fin de l'Ancien Régime. Les documents de l'époque, règlements, registres de délibération, livres de comptes nous permettent de vivre cette histoire de l'intérieur. Nous avons l'espoir de connaître intimement le soin qui était apporté au malade, sa vie quotidienne, et par le biais des registres de finances, tous les rouages de cet hôpital qui compte et se plaint comme une personne. Un exemple de fondation hospitalière, l'Hôtel-Dieu de Toulouse. L'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, situé près du Pont-Neuf, s'appelait autrefois Saint-Jacques du Bout du Pont. Son histoire est mouvementée. Au début du XIIe siècle, un premier bâtiment, l'hôpital Sainte-Marie, fut élevé dans une concession faite par le comte Alphonse Ier de Toulouse au prieur de la Dorade. Le pouvoir fut donné aux Toulousains de construire un pont entre l'hôpital et la ville. On trouve les traces de cet hôpital, aussi appelé Hospice des Pèlerins de Saint-Jacques dans une charte d'Alphonse Jourdain datant de 1130 à 1140. En 1225, le prieur de la Dorade Arnaud d'Aragon aurait donné en fief un terrain à Rosergis et Bernard Nouvel, ainsi que des maisons, pour le logement des pauvres, afin qu'ils fondent un hôpital. Cet hôpital dit du Bout du Pont, au sud, était séparé du premier par la Grande rue Saint-Cyprien, actuelle Grande rue Saint-Nicolas, allant du pont de la Dorade à la porte de l'île. Les deux hôpitaux auraient été réunis par un passage voûté, aménagé sous la Grande rue contre la première arche du pont de la Dorade. Cependant, des testaments du Fonds de Malte font état de dates de fondation plus reculées. Il existe un vrai titre primordial datant du 5 janvier 1257, établissant qu'à cet endroit de la Garonne existait une confrérie de Saint-Jacques soignant les malades pauvres. Bertrand de Saint-Génie, le prieur de la Dorade, lui donna un terrain le long du fleuve ainsi que les moyens de faire édifier une maison pour la confrérie, les belles et les recteurs de Saint-Jacques. Cette amphithéose faite le 7 avril 1269 était perpétuelle. Elle prévoyait une rente de 2 sols d'obliol et 12 deniers de réacapte à la mort de chaque prieur. L'accord de ce titre implique l'existence d'une confrérie en plein essor. Au XIIIe siècle, Boniface VIII octroya des indulgences de 40 jours aux personnes qui iraient visiter charitablement cet hôpital. Celles-ci furent renouvelées par les papes Innocent IV, Paul III, Pie IV et Innocent XII, successivement en 1358, 1542 et 1546, 1561 et 1693. Le roi Philippe IV donna à l'hôpital en 1306 des lettres d'amortissement pour ses biens, et l'exempta d'impôts. C'est en 1313 que l'établissement prit le nom d'hôpital Saint-Jacques. Il était déjà fort peuplé. 22 sœurs s'occupaient des malades. Le 25 mai 1349, le pape Clément VI lui accorda la faculté d'avoir un chapelain à demeure et fit construire une chapelle. En 1430, il fut menacé par une inondation de la Garonne. En 1438, un incendie le ravagea. À la fin du XVe siècle, le Parlement et les capitouls se plaignirent du nombre et de la dispersion des hôpitaux toulousains qui paraissaient préjudiciables en période d'épidémie. Il y avait en effet 22 hôpitaux à Toulouse. Une commission fut chargée d'étudier ce problème.
L'arrêt du 26 février 1515 réduisit à 5 le nombre des hôpitaux: l'hôpital Sainte-Catherine, l'hôpital Saint-Esprit des Couteliers, l'hôpital Saint-Jacques-du-Bourg ou Petit-Saint-Jacques, l'hôpital Saint-Jacques-du-Bout-du-Pont, l'hôpital du Thor. Le montant des cotisations dues par l'archevêque de Toulouse, les prévôts de Saint-Cernin et Saint-Étienne, l'abbé de Moissac, les prieurs de la Dorade et les collèges de Toulouse étaient réglés. On avait pensé reconstruire l'hôpital Saint-Jacques plus loin sur la rive droite, mais on ne le fit pas, estimant le voisinage des eaux et le grand courant d'air qui suit la Garonne suffisant pour rendre la maison salubre. L'hôpital Saint-Jacques devint Maison de Dieu ou Hôtel-Dieu en 1554. Au XVIe siècle, il fut administré par 36 belles entrées en fonction pour un an depuis la fête de Saint-Jacques. Le directeur était un gouverneur nommé par l'archevêque. Il y avait 6 surintendants, un syndic et un trésorier. Celui-ci était nommé par les surintendants et les capitouls, et devait une amende de 500 livres destinée aux malades s'ils n'acceptaient pas cette charge. La gestion de l'hôpital était contrôlée par des commissaires. Dès la fin du XVIe siècle, les structures et les règlements qui ont été en vigueur jusqu'à la Révolution se mirent en place. Le 21 mars 1557 fut une grande date dans l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Le président aux enquêtes du Parlement, M. de Barthélemy, lui accorda la fondation de 4 prêtres. Cependant, les problèmes financiers posés par l'achat de la nourriture pour les malades existaient déjà. Pour y remédier, des cotisations furent imposées aux religieux. L'hôpital fit des quêtes, afferma les draps de deuil, préleva des sommes sur les spectacles, leva des amendes. En 1647, la surveillance des malades était assurée par des dames et demoiselles des bonnes maisons de la ville. Les surintendants firent venir de Paris 12 religieuses de la Charité Notre-Dame. En 1654, elles quittèrent l'hôpital à la suite de dissentiments avec les surintendants. Les capitouls leur accordèrent 8000 livres avec lesquels elles achevèrent une maison, et devinrent les hospitalières. Le 16 juin 1676, une fondation obligea les dames du tiers-ordre de Saint-Dominique à peigner les pauvres. Vers 1685, l'Hôtel-Dieu fut déchargé de l'hôpital Saint-Jacques-du-Bourg qui fut vendu. À la fin du XVIIe siècle, 3 dates sont importantes. En 1689, un accord fut passé avec la communauté des Sœurs de Saint-Vincent de Paul qui désormais allait soigner les malades. En 1692, le testament de Rudel fonda les lits des incurables. En 1695, l'Hôtel-Dieu fut chargé des maladreries de Saint-Michel, Saint-Cyprien, Arnaud-Bernard et Sainte-Radegonde qui lui fournirent de nouveaux rapports. Les maladreries avaient été supprimées par ordonnance de 1693. Les règles de vie, l'organisation mise en place au XVIIe siècle changeront peu. 2. L'administration hospitalière. Pour étudier l'administration des Hôtels-Dieu au XVIIIe siècle, nous disposons des anciens règlements. 3 intervenants se partageaient le pouvoir administratif: l'État, l'Église et la ville. Représentants de l'État, plusieurs personnages avaient un rôle dans l'organisation administrative des hôpitaux. C'était tout d'abord le roi qui élaborait et faisait appliquer les règlements. Le pouvoir royal pesait, nous le verrons, encore un grand poids au XVIIIe siècle. Le grand aumônier s'occupait particulièrement de l'assistance. Les intendants avaient pour charge la régie et la conservation des biens des gens de main morte, la distribution des remèdes du roi, le service des épidémies, l'inspection de la maréchaussée qui appliquait les règlements envers les mendiants. Les lieutenants de police avaient compétence pour évaluer la qualité des vivres, la salubrité des locaux, la valeur des médecins, chirurgiens et apothicaires. Depuis l'édit d'avril 1695 et la déclaration de 1698, l'Église jouait un rôle important dans la gestion administrative des hôpitaux. Les prélats avaient la préséance et la présidence des bureaux et des assemblées générales, ainsi que le droit de faire des ordonnances et des règlements pour le spirituel. Le rôle des prêtres dans le domaine de la bienfaisance et dans la vie quotidienne était grand. Les sœurs grises jouissaient de la sympathie de tous et de la protection du gouvernement. Pour la ville, l'arrêt royal du 19 juillet 1699 précisait que devaient siéger dans toutes les assemblées des hôpitaux les présidents amortiers du Parlement et les capitouls. Toutes ces charges, à tous les niveaux, étaient bénévoles.
Les chefs de direction se composaient donc de l'archevêque, du premier président ou du plus ancien des présidents amortiers, du doyen ou sous-doyen, des conseillers laïcs, des 2 plus anciens conseillers laïcs, des 2 plus anciens conseillers clercs, des avocats et procureurs généraux au Parlement, du juge-mage ou lieutenant de la sénéchaussée, des capitouls en charge. C'étaient des directeurs nés et des conciliateurs. Ils présidaient les 4 assemblées générales. Ils prenaient séance dans ce rang. Le bureau de direction pouvait choisir un secrétaire ou un greffier pour écrire et retenir les délibérations qui étaient signées par celui qui présidait. Il nommait un trésorier pour 1 an. Celui-ci devait rendre compte devant lui 6 mois après l'achèvement de sa fonction. L'archevêque avait la charge de la conduite spirituelle de l'Hôtel-Dieu, de la célébration des services, de l'instruction des pauvres, des sacrements, des usages concernant la religion et les règlements spirituels. Jusqu'à la Révolution, les règlements reprennent à peu près les mêmes dispositions. Les directeurs étaient responsables du fonctionnement quotidien de l'Hôtel-Dieu. Les directeurs ou intendants étaient élus par suffrage à 2 degrés, le trésorier en exercice présentant 3 candidats. À la suite de la présentation, le candidat devrait être élu à la pluralité des voix. L'élu, tenu d'accepter sa charge dans les 3 jours, prêtait serment. Jusqu'en 1779, les directeurs étaient choisis parmi 3 groupes sociaux, les ecclésiastiques, les avocats et les marchands. Les lettres patentes du roi données à Marly le 30 avril 1779 ajoutaient une 4e classe de citoyens, les principaux ou notables. Les directeurs siégeaient aux assemblées particulières, selon leur rang de préséance, le rang de leurs bénéfices et leur rang de réception. Les anciens directeurs prenaient le titre de directeurs honoraires, et avaient voix délibérative aux assemblées. 4 d'entre eux, choisis parmi les avocats au Parlement, les chirurgiens, médecins, intendants de pharmacie et procureurs constituaient le conseil de la maison. 2 intendants s'occupaient des affaires courantes pendant 1 semaine, du lundi matin au dimanche soir. Ils devaient se rendre à l'hôpital 1 fois par jour pour la réception des pauvres. Ils devaient peser le pain, goûter le bouillon, vérifier la distribution des remèdes et de la nourriture, s'assurer des soins, de l'instruction, compter les linges. Le dimanche soir, on procédait à la raide. Ces intendants s'appelaient intendants semainiers. 2 prêtres, 2 avocats et 2 marchands étaient spécialement chargés des incurables. 2 commissaires chargés des métairies se rendaient 1 fois par an à la campagne pour juger des détériorations et des travaux à effectuer. 4 commissaires étaient affectés à l'entretien courant des bâtiments et des maisons. 2 commissaires veillaient à l'exécution des services religieux et faisaient respecter la discipline. 2 commissaires avaient la responsabilité du fonds des adolescents. Ils réunissaient l'argent nécessaire à l'apprentissage des garçons et à la dot des filles les plus pauvres. 2 commissaires rédigeaient les bulletins de sortie des malades, s'occupaient des archives et gardaient les clés de la porte. Outre ces fonctions précises, les directeurs avaient des pouvoirs particuliers. Ils constituaient le syndic. Tous les actes étaient faits en son nom. Les avocats du conseil étaient des commissaires nés. Ils expédiaient les mandements destinés aux enfants pauvres. Les directeurs étaient autorisés à faire tous les règlements de police concernant le gouvernement et l'administration interne de l'hôpital, à la fois pour subvenir aux besoins des pauvres et pour les mettre dans le devoir. Le jour le plus commode après le décès d'un directeur, un service particulier était dit pour lui. Chaque année, un service religieux en faveur des directeurs défunts incombait au chapelain. Les charges du trésorier étaient lourdes. Il calculait la recette, les revenus, arrérage de rente, dons et aumônes. Il payait les charges, les tailles, les pensions et les gages. C'était le commissaire de toutes les affaires de la maison. Il devait se rendre quotidiennement à l'hôpital. Il vérifiait le linge, visitait 2 fois l'an l'apothicairerie. Il s'occupait de la recette des grains. Il choisissait un boulanger pour l'année de son exercice. Le pain blanc était cuit au four de la maison qui, en même temps, servait d'étuve pour sécher le linge. Si le pain était trop léger, le boulanger était soumis à la confiscation de sa boulangerie en faveur des pauvres. Le trésorier signait de la même manière un contrat avec le boucher. Les achats des drogues, du charbon et du savon se faisaient en accord avec les commissaires. Le trésorier était chargé de l'ouverture des troncs placés en ville lors des fêtes. Pour la fête du Saint-Sacrement, il fournissait des prédicateurs.
Non seulement le trésorier devait établir et équilibrer le budget, mais il devait aussi surveiller les détails de la vie quotidienne de l'hôpital. Pour connaître son recrutement, prenons l'exemple de l'Hôtel-Dieu de Toulouse. Le trésorier était élu par suffrage à 2 degrés. Le premier samedi du mois de mai, le trésorier en place convoquait l'assemblée de direction présidée par l'un des vicaires généraux de l'archevêque pour présenter 18 personnes. Parmi celles-ci, 6 avaient été choisis par l'Assemblée générale, 6 par les gens du roi, 6 par les capitouls. Élu par pluralité des suffrages, il était averti par le solliciteur et prêtait serment dans la salle du conseil ou chez le président de l'Assemblée. Sous peine d'amende, il était contraint d'accepter la charge. Il était pris alternativement dans le corps du clergé, des avocats ou des marchands et des notables à partir de 1779. Il entrait en exercice le 23 juin. Le trésorier sortant lui remettait les clés. Le lendemain de la Saint-Jean, il faisait un inventaire général en présence de 2 commissaires. Dès qu'il existait une place vacante, le trésorier sortant était nommé directeur et avait voix délibérative à l'Assemblée. Les trésoriers devaient rendre compte de leur gestion dans les 4 mois suivant la fin de leur exercice. Les comptes, dressés en double exemplaire, étaient clôturés 2 mois plus tard et rapportés à l'Assemblée générale suivante. Il existait aussi une recette extraordinaire, pour la gestion de laquelle un trésorier particulier était requis. La recette extraordinaire consistait en legs excédant une certaine somme, en remboursement de capitaux ou d'emprunts. Les comptes étaient rendus tous les 2 ans. Un trésorier s'occupait de l'entretien des enfants exposés. Il était chargé de l'achat de la nourriture et des langes, du paiement des nourrices. Il recevait les recettes. Il expédiait les céréales aux enfants exposés, nourris à la campagne. Il rendait compte de sa gestion une fois par an lors de l'Assemblée générale. Le commis complétait le travail du trésorier. Nommé en Assemblée générale, il tenait le compte exact des dépenses de la maison. Les commissaires s'occupaient des achats de bois, charbon, linge, meubles, ustensiles, drogue, huile, savon et cierges. Le commis était responsable des registres sur lesquels il inscrivait la dépense de pain, viande de boucherie, poules et œufs, mais aussi les menus frais, la vente des croûtes, le lait, les vieux habits, l'argent des morts, la raide. Le registre pour le pain était fourni par le boulanger. Tous les dimanches, les intendants arrêtaient ces menus comptes. Le commis était aussi chargé de tenir le registre concernant l'état des biens, rentes, charges, obits, pensions, gages et intérêts du registre des successions, dons et legs, du registre des entrées des malades. Le commis était aux ordres des intendants et du trésorier. Il gardait les clés du grenier. Il fournissait les céréales aux nourrices des enfants de 2 à 7 ans. Le commis était nourri et logé. Il mangeait avec les prêtres et ne pouvait s'absenter sans la permission du trésorier. Les hôpitaux étaient défendus sur le plan financier et juridique. Le notaire établissait tous les actes concernant les pauvres. Il les copiait sur un registre. Il tenait aussi le registre des délibérations. Le solliciteur, sous les ordres des intendants et du trésorier, agissait pour les affaires de l'hôpital. Le procureur devait défendre gratuitement les pauvres dans leur procès. Si ceux-ci étaient condamnés, il était seulement payé du déboursé. Mais il jouissait de ses droits quand il obtenait les dépens. Il tenait un livre dans lequel étaient inscrits tous les actes qui lui étaient remis. Après le jugement, les pièces des procès étaient confiées aux archives. Les greffiers, qu'ils fussent de juridiction royale ou ordinaire, étaient tenus d'envoyer au bureau de direction les extraits des jugements, sentences et arrêts, dans lesquels il y avait adjudication d'amende au profit des pauvres malades. Intervenaient aussi des notaires, des huissiers et des sergents. Les procès et contestations concernant les biens, droits, propriétés et privilèges, que ce fût en matière civile, criminelle ou personnelle, que ce fût en demandant ou en défendant, étaient jugés en première et deuxième instance au Parlement. L'organisation de cette administration hospitalière appelle de nombreuses remarques. La gestion des hôpitaux était une œuvre commune, l'œuvre de toutes les personnalités d'une ville. Depuis la fin du XVIIe siècle déjà, les directeurs nés, membres de droit des bureaux de direction étaient les premiers de la ville dans les domaines de la religion, de la justice, de la politique. Les directeurs nommés étaient choisis parmi les hommes qui comptaient, les ecclésiastiques, les avocats, les marchands.
Deux faits sont particulièrement remarquables. C'est en 1779, l'arrivée des notables, appelés aussi citoyens honnêtes, d'autant plus importante que parmi le maintien vivace des traditions et des lois, c'est l'unique changement. Ceci montre d'une part, la montée d'une nouvelle classe sociale, et d'autre part, le rôle que pouvaient avoir les fonctions de directeur dans un plan de carrière. Le deuxième fait à souligner est que la carrière d'administrateur débutait par la nomination au poste de trésorier, celui-ci à la fin de sa charge devenant d'office directeur. Cette administration est en fait bien surprenante, car si les directeurs, l'archevêque, le premier président occupaient une charge honorifique, il en était autrement pour les autres intendants. Si cette charge était glorieuse, indispensable dans une carrière pour montrer sa philanthropie, elle demandait beaucoup de travail et de dévouement. Il fallait avoir du temps et de la fortune pour être trésorier et directeur. Il fallait être charitable pour assumer ce travail bénévole et absorbant. Ces hommes devaient aller chaque jour à l'hôpital faire des besognes assez sordides, compter le linge, distribuer la nourriture. Ils avaient un pouvoir très étendu, non seulement sur les malades dont ils surveillaient la tenue, mais aussi sur les médecins et chirurgiens qu'ils avaient le droit de réprimander et sur les chapelains dont ils ne se sont jamais privés de se plaindre. En outre, par délégation du pouvoir royal, ils exerçaient la fonction de policiers. Ces hommes devaient être riches. C'étaient d'abord des bienfaiteurs. Ils devaient veiller aux revenus hospitaliers et dans les cas graves, protéger les malades, au besoin en apportant une contribution personnelle. Ce n'était donc pas seulement un soutien moral, mais une véritable œuvre charitable, une œuvre de tous les jours qui a été accomplie par ces hommes. Les commissaires s'occupaient de régler les moindres détails de la vie quotidienne, tels que la réparation des greniers, le rangement des papiers. En compensation de leur travail, ils avaient la reconnaissance des malades, un prestige social et le titre de bienfaiteur. Se sont-ils enrichis ? Il est probable que certains, peu scrupuleux, se soient servis de l'argent des malades. Mais il est peu probable qu'aucun se soit enrichi, en raison du déficit constant. Par contre, les administrateurs jouissaient de certains privilèges royaux. Le roi pensait que si la principale richesse des hôpitaux était la charité du peuple, elle était conservée et valorisée grâce au zèle et au sens de l'économie des directeurs. L'Hôtel-Dieu de Toulouse jouissait des mêmes droits que les hôpitaux de Paris et de Lyon. Les directeurs, pendant le temps de leur administration, étaient exemptés de guet et de garde, de logement des gens de terre, de charges publiques. Tous les gens préposés à la régie des biens étaient en outre exempts de droits de fortification, de lanternes, chandelles, canals, fermeture des villes, milices et capitations. Donc, ces charges présentaient quelques avantages. Ces principes ont persisté jusqu'à la Révolution, et la plupart au-delà de 1789. Il semble qu'il y ait eu une résistance à l'établissement de nouveaux règlements, sauf en ce qui concerne l'accession des notables au poste d'administration des hôpitaux. Il est certain que régnait un certain immobilisme. Les trésoriers extraordinaires et des comptes des enfants, qui n'étaient pas soumis à un règlement pour la durée de leur charge, restaient en poste très longtemps. Jusqu'à la Révolution, les directeurs se sont disputés pour le rang de préséance. Ces querelles sont relatées dans les registres de délibération. Ce n'est qu'en 1790 que ces querelles sont enfin réglées. Ce système d'administration est bien curieux pour nous. Nous ne pouvons imaginer les notables de notre ville, nos hommes politiques aller chaque jour à l'Hôtel-Dieu goûter les bouillons, réprimander les chapelains, surveiller les soins des médecins. Il est donc très difficile de le juger. Il entrait dans un contexte particulier où l'assistance, bien que réglementée par le roi, appartenait aux riches. Ces hommes ont réellement donné leur temps aux pauvres de la ville. Cependant, les défauts de ce système étaient nombreux. Les compétences n'étaient pas vérifiées. Les directeurs, une fois élus ou plutôt choisis par les hommes des trois classes privilégiées, restaient en fonction toute leur vie. Ce qui peut être reproché à ce système, car la bonne volonté des hommes, même si la charité était à la mode, ne peut être mise en cause, c'est le refus de tout changement. Les règlements se sont répétés, identiques à eux-mêmes jusqu'à la Révolution. Les hommes se sont imposés. Malgré tout, sans eux, l'assistance n'aurait pas existé, et nous devons leur reconnaître un certain courage. 3. Les finances hospitalières. Les finances hospitalières peuvent être étudiées à partir des documents d'époque,
registre de comptes tenu par les trésoriers, registre de délibération qui donne des renseignements sur les plaintes des administrateurs, les crises, les testaments et les fondations. Il est difficile d'évaluer la justesse de ces documents. Alors que les données chiffrées sont presque toujours en faveur d'un équilibre budgétaire, les registres de délibération rapportent les plaintes incessantes des administrateurs et la constance des déficits. Peut-on avoir confiance dans les résultats favorables donnés par les trésoriers sur leur gestion? Peut-on croire aux demandes d'aide sans cesse réitérées des administrateurs? Jusqu'à la Révolution, on remarque une certaine continuité par la permanence de l'application des lois qui sont sans cesse rappelées et par les fondations perpétuelles. L'étude des budgets permet de mettre en évidence l'existence de crises et de périodes favorables. Le seul changement réel se produisit à la Révolution avec la chute quasi totale des revenus hospitaliers et la création d'administrations communes. L'instabilité des ressources est frappante. Elle s'explique par la fluctuation du nombre de malades et le rôle du bénévolat. Il y a rarement eu, de la part de l'administration, le souci de prévoir une organisation adaptable aux besoins. Un fait est fondamental. C'est l'aliénation progressive des biens hospitaliers par le pouvoir royal. Le financement hospitalier est au cœur de l'histoire des hôpitaux. C'est autour de lui que tournaient toutes les réclamations, toutes les plaintes des cahiers de délibération. C'est sur lui qu'était fondée toute la vie de l'hôpital. Nous lui donnons une place toute particulière. 1. Les principes de financement. L'assistance, jusqu'au XVIIIe siècle, vivait de l'initiative privée. Nous allons voir comment la protection royale, étendue progressivement, a été à l'origine de l'aliénation des biens hospitaliers. 1.1. L'œuvre philanthropique. La royauté, en établissant les hôpitaux généraux en 1662, reconnaissait à tout homme le droit à l'assistance. Le corollaire était que chaque localité devait entretenir ses pauvres. Il en était de même pour les malades. L'assistance était une œuvre philanthropique. Le financement des hôpitaux avait pour fondement les aumônes, les quêtes, les dons, les legs, les fondations, les testaments, les rentes et les pensions. Tout cet argent venu de particuliers contribuait à la constitution du patrimoine hospitalier. De ce fait, le financement n'était pas codifié. Il n'y avait pas d'uniformité dans la gestion des hôpitaux. On suivait l'ordre établi, la coutume, tout au moins jusqu'à la Révolution, jusqu'au juillet 1794 à 23 Messidor en 2, lorsque les biens hospitaliers furent vendus. 1.2. Les fondations hospitalières. Il est nécessaire de s'attarder sur les fondations hospitalières. Elles sont aussi anciennes que la création des hôtels-dieux. Elles sont remarquables par leur application perpétuelle, qui montre le goût pour la continuité et la marque profonde de la religion. La fondation, généralement faite par testament, était un don, d'une terre, d'un capital, à charge pour le bénéficiaire soit d'entretenir des malades ou du personnel hospitalier, soit de pratiquer certains actes religieux en faveur du fondateur. Au fil des siècles, les fondations se sont accumulées. On peut se demander si, au bout d'un certain temps, la charge ne dépassait pas le bienfait. 1.3. Les fondations les plus importantes de l'Hôtel-Dieu de Toulouse. La première se situe au moment de la création de l'Hôtel-Dieu. Elle a été faite par Bertrand de Saint-Denis, prieur de la Dorade, qui le 5 janvier 1257 donna un terrain le long de la Garonne en échange d'une rente de 2 sols et 12 deniers à la mort de chaque prieur. La fondation Jean de Barthélemy, président aux enquêtes de la Cour du Parlement, concernait la fondation de 4 prêtres chapelains en échange de tous les fruits et revenus de ses propriétés, 3000 livres en rente pour l'entretien des pauvres, 8 barriques de vin par an, la nourriture et le logement des prêtres. Cette fondation était perpétuelle. Elle s'est révélée insuffisante au cours du premier tiers du XVIIIe siècle, parce qu'il manquait des prêtres pour les femmes malades et parce que les chapelains prenaient des emplois au dehors. En 1734, l'administration hospitalière augmenta cette fondation de 60 livres par an. Les chapelains devaient dire tous les jours et à perpétuité une messe basse de requiem à l'intention des fondateurs. Par testament, Rudel, chanoine de Saint-Étienne, faisait don le 26 décembre 1592 de 20 000 livres en capital sur les sommes qu'il avait sur le clergé de Toulouse. La rente de cet argent devait être employée à l'entretien et à la nourriture des malades.
On fondera dans les 2 ans après ma mort un hôpital séparé de l'Hôtel-Dieu et la Grave pour nourrir et soigner les pauvres qui ont des maladies incurables. Si on ne le fonde pas, je veux que l'Hôtel-Dieu retienne cette somme ou la rende à charge de recevoir tant que les pauvres incurables qui se présenteront, autant que le débit le permettra. Ce testament ouvrit un conflit entre l'Hôtel-Dieu et le président du conseil de direction, l'archevêque Jean-Baptiste Michel de Colbert, jaloux de sa qualité de président de l'administration des hôpitaux, qui voulait exclure les capitouls de la gestion de l'hospice des incurables. Il leur fit ôter la présidence de celui de Saint-Jacques, pour la donner en son absence à ses vicaires généraux. Il voulut faire bâtir un bâtiment spécial sur la maladrerie d'Arnaud Bernard, mais le projet n'aboutit pas. Dès la mort de Rudel, en 1693, l'Hôtel-Dieu reçut des incurables. Le grand vicaire de Saint-Cernin Burta nomma son neveu héritier, à charge pour lui de rendre à l'Hôtel-Dieu les biens laissés après sa mort, sous condition que l'hôpital entretienne 8 incurables, le 16 août 1716. Cabrerolle de Villepassant, conseiller au Parlement, prévôt de Saint-Étienne, laissa le 3 mars 1721, 174 451 livres aux incurables à charge pour l'hôpital d'entretenir un chapelain aux appointements de 100 livres par an, et de réserver 4 places à des malades de Saint-Lizier et de Saint-Béat. Pendant des années, les incurables furent tenus de prier pour l'âme de Villepassant et non de Rudel, le premier fondateur. On disait à haute voix après le Bénédicité : Dieu veuille avoir pitié de l'âme de messire Jean Cabrerolle de Villepassant. De nombreux particuliers ont fait des dons à l'Hôtel-Dieu, en échange de messes. Il y eut même 2 fondations royales. 14 fondations de particuliers laissaient à l'Hôtel-Dieu de petites sommes. Le roi Louis XVI donna en 1788 3000 livres contre une messe d'action de grâce et des prières pour sa famille. Philippe IV d'Espagne envoya 300 livres à l'Hôtel-Dieu, de Galicia de Toulouse, pour qu'une messe fût dite pour le roi et la reine. Le ferment des fondations était la religion. Les bienfaiteurs donnaient par charité publique, mais aussi pour le salut de leur âme. Les fondateurs étaient souvent des ecclésiastiques. Nous verrons que les legs et les testaments provenaient de gens beaucoup plus modestes. On peut donc se demander s'ils n'étaient pas attachés au statut de bienfaiteur, un certain prestige. Cela se savait, cela se répétait à longueur de jours, d'années et de siècles à travers les prières, cela se transmettait aux enfants. Cela se matérialisait dans des tableaux. Une certaine position sociale exigeait que l'on fût bienfaiteur. À part des fondations exceptionnellement importantes, les sommes étaient variables et quelquefois modestes. Quant aux requêtes, elles allaient de la fondation d'un hôpital d'incurables à la fondation d'une messe. Ces fondations étaient-elles une charge pour l'hôpital ? Comme elles se sont accumulées, les fondations finirent par peser sur les finances hospitalières. Leur catalogue était si fourni qu'il était affiché dans les sacristies, et que les prêtres devaient le consulter tous les jours. Après les prières, il y avait toujours un « Ayez pitié de l'âme » à dire en faveur d'un bienfaiteur. Les plus grosses fondations ont été accordées dans le premier tiers du XVIIIe siècle, et ont eu un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'hôpital. Les autres, beaucoup plus modestes, ne furent pas nombreuses. Il semble que les gens aient préféré, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, constituer des rentes. Il faut insister sur le fait que les fondations acceptées par l'hôpital ont toujours été appliquées, tout au moins jusqu'à la Révolution. Ce qui ne les empêcha pas de faire l'objet de critiques. Si le principe de financement par la charité publique était admis depuis longtemps, à la fin du XVIIIe siècle, les idées nouvelles annonçaient la fin du système. Turgot, dans l'Encyclopédie, se plaignait des fondations usines de volonté capricieuse, vanité frivole de particuliers ignorants et bornés. L'archevêque Loménie de Brienne pensait que les hôpitaux de Toulouse ont besoin de principes pour les conduire dans l'administration des pauvres. Les anciens règlements de l'Hôtel-Dieu de Toulouse datant de 1790 montrent que si l'hôpital ne se soutient et ne peut parer au déficit annuel que par les dons de personnes sensibles et charitables, il est cependant en très mauvaise posture. Les fondations n'étaient pas un moyen de financement idéal, les administrateurs l'avaient bien compris. 1.4. Les autres moyens de financement. Les aumônes constituaient des revenus irréguliers et peu importants. Nous entendons par aumône les petits dons d'argent, de vêtements, de linge.
Il est difficile d'évaluer leur valeur. Le détail n'était pas inscrit dans les registres. Les quêtes étaient fréquentes. Un tronc était maintenu pendant toute l'année, à l'entrée des hôpitaux. On pouvait faire des quêtes selon les besoins, avec la permission de l'archevêque. Les lettres patentes autorisaient à mettre troncs, bassins, grandes et petites boîtes dans toutes les églises, carrefours, lieux publics, faubourgs, sénéchaussées et diocèses. Le nombre des testaments rédigés en faveur des hôpitaux est faible, surtout si on le compare au nombre de legs. Ils étaient le fait de la bourgeoisie et de la noblesse, très rarement des malades. Les sommes étaient variables, pouvant aller grossièrement de 150 à 150 000 livres. Il y a eu très peu de successions en faveur des hôpitaux, dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle. Les quelques biens en terre ou maisons ont été vendus. Le patrimoine hospitalier a diminué au cours du XVIIIe siècle. Les successions coûtaient souvent cher. Les frais étaient variables. Pour l'Hôtel-Dieu de Toulouse, ils s'élevaient selon les cas de 28 à 77%. Il est arrivé que les hôpitaux fussent obligés de s'acquitter des dettes des testateurs. D'autre part, il arriva que certains directeurs fissent des pressions sur le personnel, les malades ou même des gens haut placés pour qu'ils testassent en leur faveur, bien que cela fût expressément défendu dans les règlements. Les legs étaient des dons faits pendant la vie du bienfaiteur. Les dons en argent pouvaient aller de 150 à 80 000 livres. Les plus gros étaient faits par des bourgeois ou des nobles. Le clergé se contentait d'offrandes plus modestes. Certaines personnes destinaient leurs legs plus précisément à une catégorie de malades, aux enfants ou aux convalescents. Le nombre de legs semble augmenter au cours du troisième tiers du XVIIIe siècle, jusqu'en 1790. Les legs répondaient aux besoins de charité et constituaient la forme d'assistance la mieux acceptée par l'hôpital puisqu'elle n'entraînait pas de frais. Aussi les administrateurs récompensaient-ils ces dons désintéressés par le droit de tableau. Ils faisaient faire un portrait du bienfaiteur, qu'ils accrochaient dans la salle des assemblées. Ces portraits ont été très nombreux. À Toulouse, les administrateurs ont éprouvé le besoin de codifier ce droit, puisqu'en 1762, ils ne l'attribuaient qu'aux personnes ayant légué au moins 6 000 livres. Malgré cette restriction, ils se plaignaient, en 1779, que la salle des assemblées fût pleine. Ces tableaux ont une histoire amusante, car à la Révolution on a jugé qu'ils étaient une atteinte à l'esprit nouveau, surtout par les costumes. On a payé un peintre pour faire des vêtements plus sobres. Fondations, dons et legs constituaient donc les principaux moyens de financement. Les rentes étaient coûteuses pour les hôpitaux. L'établissement de rentes viagères était rare. Les pensions étaient exceptionnelles. L'hébergement, les soins ont été gratuits pendant tout le XVIIIe siècle. Les dérogations à cette règle furent rarissimes, malades surnuméraires, raisons extraordinaires. À certaines périodes, des pensions étaient versées pour les soins de soldats. En conclusion, le financement des hôpitaux de l'Ancien Régime dépendait de l'œuvre philanthropique des classes supérieures. Avec le temps, les fondations devinrent des charges, de même que les rentes qui en créèrent de nouvelles. 1.5. Pouvoir royal. Le rôle du roi est fondamental puisque, au cours du siècle, son pouvoir prit de l'importance et entraîna l'aliénation des biens hospitaliers. Il est important de rappeler que, jusqu'au XVIe siècle, l'Église dirigeait les hôpitaux. Le pouvoir royal régnait de loin. Les édits, les lois concernaient essentiellement l'administration que l'on remettait aux bourgeois et marchands, bien que les juges eussent droit de regard. C'est à la fin du XVIIe siècle que le pouvoir royal s'affirma avec l'édit et la déclaration de 1693 et 1698. En effet, il réorganisa les hôpitaux, il les réunit, il les dota et régla leur administration. Les prérogatives du roi étaient les suivantes. Il exerçait sa protection pour la sauvegarde des intérêts de l'hôpital. Il donnait des secours extraordinaires lors des catastrophes, par des dons en argent et par la décharge d'impôts. Il s'occupait de la création des ateliers de charité. Il réglait les dépenses de mendicité. Il avait autorité pour créer ou supprimer un hôpital. Ce droit de réunion était refusé au pape. Il faisait distribuer les remèdes. L'édit de 1749, qui réglait les privilèges accordés par le roi, était en même temps une affirmation de son pouvoir. Il prescrivait les actes de dernière volonté servant à fonder ou entretenir des établissements charitables.
Toutes les donations lui étaient subordonnées. Les parlements et juges royaux avaient la tutelle des hôpitaux. 1.6. Les privilèges royaux. Les privilèges, réclamés par les hôpitaux qu'ils déchargeaient de bien des impôts, témoignaient de l'importance du pouvoir royal. L'Hôtel-Dieu de Toulouse, ainsi que l'hôpital des Incurables étaient assimilés aux hôpitaux de Paris et de Lyon, et jouissaient des mêmes privilèges. Il était autorisé à recevoir tous les dons, legs et gratifications, à titre particulier ou universel, que ce fût par testament ou donation, et à faire les recouvrements et les poursuites. Les règlements de 1749 accordent aux Hôtels-Dieu la liberté d'acquérir, de vendre et d'aliéner tous les héritages, fiefs, censives, rentes foncières ou constituées. Les nouveaux propriétaires des biens aliénés étaient exempts de toute taxe, droits de lot et vente, droits seigneuriaux, droits d'indemnité. Ceci montre que les hôpitaux, à cette période, étaient libres de leur administration et de leurs finances. Les opérations financières étaient facilitées. Tous les actes étaient signifiés par les notaires et les huissiers, au bureau même des hôpitaux. Les privilèges consistaient en exemption d'imposition, droit de douane, traite, droit d'entrée par eau et par terre, droit de port et de passage, droit de barrage, de pont, de péage, aide, gabelle, droit de moulure et de bois. Exemption des droits d'amortissement, de nouveaux acquets, d'enregistrement. Exemption du droit de franc salé. Affranchissement des impôts sur les vivres. Exemption pour tous les officiers, fermiers, grangers, domestiques et préposés à la conservation des biens des pauvres, de droit de guet, droit de garde des fortifications, droit de lanterne, de chandelle, droit de canal, droit de fermeture des villes, droit de logement et passage des gens de guerre, droit de milice et de capitation. À ces privilèges royaux, s'ajoutaient des privilèges accordés par la ville. Les capitouls, par exemple, exemptaient les pauvres de la taille. Malgré ces facilités, l'Hôtel-Dieu s'est souvent plaint et a continué à réclamer d'autres privilèges. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.